Hey coucou! Je te souhaite la bienvenue sur Créatrice Power, le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative. Moi, c'est Eleonora, juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit. J'interviewe pour toi des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute! À toutes mes copines et collègues créatrices, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour discuter d'un sujet lié de très près au commerce en ligne. Et oui, lorsqu'on est entrepreneuse créative et qu'on propose ses créations à la vente sur Internet, c'est exactement ce qu'on fait. Si l'on souhaite aborder le sujet du commerce en ligne de manière générale, il faudrait beaucoup d'épisodes, mais aujourd'hui, je vous propose de nous focaliser sur son volet outils informatiques. Lorsqu'on souhaite avoir une présence en ligne pour vendre ses créations, il y a des choses à mettre en place. Et c'est avec la sorcière du web, Camille David, webmaster Elementor et tech manager, que nous allons discuter aujourd'hui. Alors, avant d'accueillir Camille comme il se doit, je me permets de faire un petit disclaimer. Alors, dans cet épisode, nous sommes là pour évoquer l'existence et l'intérêt ou non d'outils informatiques, que ce soit dans leur version gratuite ou payante, pour les entrepreneuses créatives qui souhaitent vendre en ligne, mais pas pour imposer ces outils comme étant la vérité absolue ou le seul choix possible. Il vous appartient, bien entendu, d'évaluer si ces outils conviennent à votre marque, à votre mode de travail, à votre équipe et s'ils s'intègrent évidemment dans votre stratégie. Donc, si on commence à parler d'un outil sur, par exemple, l'automatisation des envois, des newsletters et que vous n'en êtes pas aux newsletters, forcément, à vous de tirer le meilleur de tout ce qui sera présenté ici. Mais je pense qu'on aura fait le tour, un bon tour des outils existants qui pourraient vous faciliter votre vie d'un point de vue informatique. Alors, maintenant que ceci a été précisé, Camille, bonjour et bienvenue sur le podcast de Créatrice Power. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que je peux te demander de te présenter pour les auditrices, d'expliquer ce que tu fais au quotidien et comment tu peux les aider? Coucou Eleonora, je suis super contente de venir et d'avoir été invitée dans ton podcast. Donc bonjour à tous et à toutes. Alors je vais me présenter super rapidement. Donc moi c'est Camille, je suis la sorcière du web et de la tech et en gros j'ai deux casquettes. J'ai une casquette de webmaster où je vais m'occuper de gérer les sites de clients, je vais m'occuper de la réalisation de sites sous WordPress et Elementor en particulier. Et j'ai une autre casquette qui est tout simplement tech manager. Alors, souvent, on me regarde d'un air un petit peu bizarre, en mode genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très simple. En gros, je gère et je mets en place des outils, des automatisations pour mes clientes. Voilà, une cliente, elle a besoin d'un outil pour centraliser. Hop, je m'occupe, par exemple, de la migration de son écosystème d'outils dans un autre outil. Je m'occupe d'automatiser, je m'occupe d'envoyer des emails, etc., etc. Donc, c'est un petit peu assistante virtuelle, mais vraiment spécialisée dans la technique, dans les outils. Voilà. La personne à avoir quand on a envie de faire un commerce en ligne, j'ai envie de dire. Merci. Merci à toi d'être là en tout cas. Je te propose de commencer par le commencement et d'envisager un petit peu, si tu veux, le package de base des outils informatiques nécessaires pour assurer sa présence en ligne quand on est une créatrice qui souhaite vendre ses créations en ligne. Alors, pour te dresser le topo de ce que moi j'ai fait quand j'ai lancé mon entreprise créative et je pense ce que une grande partie des créatrices qui se lancent font, j'ai eu un compte sur un réseau social. Moi, j'avais choisi Instagram, mais bon, en fonction de qui on veut atteindre, on peut viser TikTok, Facebook. Alors, même si Pinterest n'est pas considéré comme un réseau social en tant que tel, une présence sur Pinterest peut être envisagée. Moi, j'avais un compte Insta. J'avais une adresse Gmail. Et en ce qui me concerne, j'avais un logiciel gratuit de traitement des photos. Pour moi, c'était Lightroom, mais encore une fois, il y en a d'autres qui existent. Et la version gratuite de Canva ou Canva, je sais qu'il y a les deux écoles, pour tout ce qui est visuel et essayer de faire à ma sauce, parce que forcément, j'étais pas professionnelle, mais enfin, je le suis toujours pas d'ailleurs en graphisme, mais faire des visuels qui ressemblent à quelque chose. C'est un petit peu le minimum nécessaire pour avoir une présence en ligne. Après, on se rend très vite compte que ça ne suffit pas, dans le sens où, avec ce que je viens de te citer, ça implique que tes créations, tu les vendes
par message privé Instagram. Donc, on part ici du principe qu'il n'y a pas encore de site internet, où il n'y a pas de plateforme de vente comme Etsy ou Shopify ou des choses comme ça. Et donc, tu te rends très vite compte que les gens, déjà, tu as un compte Instagram qui n'a pas forcément beaucoup d'abonnés parce que les abonnés arrivent petit à petit. C'est ça. Et qu'en plus, tu leur demandes de payer sur un numéro de compte qu'ils connaissent pas, d'une personne qu'ils connaissent pas, avec un compte qui n'est pas forcément existant depuis très longtemps. Et là arrive ce premier blocage de se dire, bon, là, il me faut un package de base pour me donner quand même l'illusion que je suis une professionnelle en ligne et que ma boutique en ligne ressemble à quelque chose. Alors, une boutique physique, on a un local, on est dans une rue commerçante. Et ça, il y a une vitrine. Exactement, une vitrine, une décoration, voilà. Mais virtuellement, c'est quelque chose d'un moment donné qu'on doit mettre en place aussi. Alors, on sort pas non plus en bazooka pour tuer une mouche, mais il faut malgré tout mettre des choses en place. Et ma première question, parce que pour le coup, la question est très très longue, mais je voulais te donner un petit peu le contexte et la réalité des créatrices qui se lancent. La première question que je te pose, c'est, selon toi, c'est quoi ce package de base qui va faire que notre présence en ligne sera professionnelle, sommaire, mais professionnelle? On est là, on a ce qu'il faut et on donne l'image de quelque chose, d'une entreprise sérieuse. Alors, la première chose qui est pour moi indispensable, c'est un nom de domaine. Le nom de domaine, déjà, ça va permettre aux créatrices, à la créatrice, de réserver, entre guillemets, un petit peu son nom, en fait, de créatrice et d'être un minimum protégé. Même si elle ne dépose pas ce nom de domaine, elle ne dépose pas son nom de créatrice à l'INPI en tant que marque, il y a quand même le nom de domaine qui est réservé, que ce soit en .fr ou en .com. Après, tout dépend, on peut réserver uniquement en .com, uniquement en .fr. Ça dépend un petit peu. Si on est vraiment une créatrice, on va dire, locale, peut-être privilégier d'abord le .fr si vraiment, au niveau budget, ça coince un petit peu, puis ensuite, on peut envisager le .com. Et sinon, autant partir sur du .com, c'est générique, c'est global, voilà. Mais vraiment, le nom de domaine, c'est ça qui va faire qu'on va avoir une adresse mail, entre guillemets, de domaine, une adresse mail professionnelle, contact@monnomdedomaine.fr ou .com. Donc déjà, ça va dans l'esprit un petit peu des visiteurs, des consommateurs, se dire ah ok, il y a quand même un nom de domaine qui est, ça fait un peu plus professionnel entre guillemets que le Gmail. Ensuite, la deuxième chose, c'est quand tu as parlé notamment de payer, etc. Je l'avais pas forcément réfléchi avant, mais c'est de créer un compte Stripe et un compte PayPal marchand. Pourquoi? Parce que le compte PayPal et le compte Stripe, on va pouvoir, même dans la conversation Instagram, si on n'a pas encore de plateforme, voilà, on en est vraiment au tout début, on va pouvoir envoyer un lien de paiement. En mode marchand, l'acheteur, il va être protégé, en fait, par tout l'aspect PayPal, vendeur, etc. Donc, il sera beaucoup plus protégé que si c'est envoi à un proche, par exemple. Il y aura des frais. Alors, au niveau des frais, ça change régulièrement. C'est 1 ou 2% plus 25 centimes suivant le pays. Et pour Stripe, pareil, il y a des petits frais. C'est $1, €1, et puis aussi 25 centimes pour les cartes européennes et un peu plus cher pour les cartes britanniques. Mais ça fait quand même vachement plus pro. En plus, vos produits, vous pouvez les enregistrer sur Stripe. Donc, une fois que vous avez votre produit qui est enregistré sur Stripe, hop, vous prenez le lien et vous l'envoyez au client en DM sur Instagram, par exemple. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la base de base. Ensuite, c'est vrai, comme tu l'as dit, on peut envisager les plateformes. Il y a Etsy, il y a Bicartel et il y a Gumroad aussi. Gumroad, c'est un petit peu plus spécialisé des produits de créateurs un petit peu plus non physiques. Mais voilà, ça peut faire l'affaire un petit peu en attendant. Ces plateformes, en fait, ça va vraiment être un petit palier. Alors, le gros avantage, en fait, de ces plateformes, c'est qu'on est un peu sur une marketplace. Et donc, si on travaille suffisamment la fiche produit, la boutique, on peut avoir rapidement des clients et des clientes parce que voilà, les gens, ils vont taper, je sais pas, porte-clés brodés ou peluche en crochet, par exemple, et le référencement va faire que. Par contre, en général, les plateformes, elles prennent quand même beaucoup en termes de commission. Sur Etsy, il y a la commission quand quelqu'un achète au niveau de la fiche. Il y a les frais de paiement parce qu'on passe par leur plateforme de paiement pour entrer la carte bleue. Donc, voilà, c'est une concession en attendant peut-être d'aller plus loin, d'utiliser une plateforme. Certes, ça nous prend pas mal de frais en plus. Donc, il faut mettre le tarif de ces produits en fonction de ces frais, bien évidemment. Mais d'un côté, c'est un bon moyen, surtout au début, d'avoir relativement beaucoup de clientes. Donc ça, c'était vraiment pour l'aspect vente, paiement et puis nom de domaine. Pour les visuels,
Canva ou Canva, ça fait très bien l'affaire. Il n'y a pas besoin, il y a pas besoin de plus. Si vous voulez utiliser Lightroom qui est en gratuit, il n'y a pas de problème non plus. Moi, personnellement, je fais les retouches photos de mes visuels. Je suis pas créatrice, mais je fais quand même des retouches photos. Je les fais sur Canva. Voilà, je me casse pas la tête, sauf si vraiment important, mais voilà, je vais au plus rapide, au plus simple. Donc Canva, il fait très bien l'affaire. La version gratuite, elle est très complète. On peut faire plein de choses. Maintenant, ils ont intégré de l'intelligence artificielle pour aller plus loin, mais ça peut être encore un petit peu trop technique à ce niveau-là. Et sinon, autre que Canva pour les visuels, avec un compte Instagram ou TikTok, il y a aussi l'outil CapCut. On en a pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux ces derniers mois, qui est un outil de montage vidéo aussi bien installable sur le téléphone que sur l'ordinateur. Et on va pouvoir monter ces vidéos. Et le gros point, c'est qu'on va également pouvoir faire de la sous-titrage automatique et personnaliser les sous-titres automatiques. Donc, on peut rajouter un petit peu sa patte. Bah voilà, si on a un univers très coloré, on peut mettre des sous-titres en couleur et tout, et ça rappelle un petit peu, et voilà, ça dynamise un petit peu le compte Instagram et TikTok. Voilà, on va dire le package. Je crois qu'on a fait à peu près le tour au niveau création visuelle, com, finance, puis l'aspect un petit peu technique, nom de domaine, pour la suite. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'est super clair. Je voulais rebondir sur deux choses que tu avais dites parce que tu as parlé pour le marché français et le marché européen. Je voulais simplement apporter une toute petite précision. Donc, l'INPI, donc l'Office français où tu peux enregistrer une marque. Donc, tu peux le faire en France, mais tu peux le faire au niveau européen également. Et tu peux le faire, par exemple, je parle pour les Belges qui nous écoutent. Tu as un office également Benelux, donc Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Donc, simplement pour préciser qu'en fonction du marché sur lequel vous allez vendre, si on parle d'enregistrement de marque, vous allez devoir l'enregistrer peut-être ailleurs qu'à l'INPI. Donc, simplement pour rappeler que l'INPI, c'est pas là où on va enregistrer quoi qu'il arrive. Ça dépend du marché qu'on veut toucher. Mais effectivement, ce que tu disais est tout à fait vrai. Alors, moi, j'ai une petite question par rapport à Stripe. Est-ce que Stripe, c'est uniquement aussi le marché français? Parce que moi, on m'en propose jamais. Moi, je suis établie en Belgique, mais j'ai jamais eu l'impression de payer via Stripe. PayPal, oui, ça je sais que oui, mais Stripe, je suis pas certaine. C'est quelque chose aussi, tu penses, qui est dédié uniquement au marché français ou? Non, je pense pas, parce que par exemple, Ocha, là où tu héberges le podcast, en fait, c'est Stripe. Ok. En fait, des fois, on paye via Stripe et on le sait pas forcément, tout simplement parce que quand on va configurer le compte, etc., et qu'on va avoir un site, on va pouvoir juste mettre le petit encart où on va mettre sa carte bleue, etc. Voilà. Pourquoi Stripe? Il y a beaucoup d'outils qui utilisent pas mal Stripe parce que je sais qu'il y a certaines banques, en tout cas en France, où on peut avoir ce petit encart, etc. Mais c'est très très long. Quand j'ai fait mon stage de BTS auprès d'une artisante des biscuits, elle avait eu rendez-vous avec sa banque justement pour avoir ce petit encart pour mettre la carte bleue, etc. Il y a faut monter un dossier au niveau de la sécurité, au niveau de la banque, les autorisations. C'est très lourd, c'est très long, et tout seul, je suis pas sûre que ça soit vraiment accessible. Nous, on l'avait mis en place avec la cliente parce que j'étais dedans et que quand il parlait un petit peu technique, je vais dire des mots qui font peur, n'ayez pas peur, mais HTML, PHP, tout ça. Voilà, ils te donnent tout ça et débrouille-toi parce que pour eux, pour les banques, t'es professionnel, tu sais t'entourer, etc. Or, dans la réalité, on est très loin de ce cas pour la majorité des personnes artisans, commerçantes, etc., etc. Donc Stripe, c'est vraiment, entre guillemets, plus simple parce qu'en fait, c'est leur plateforme qui font office de passerelle de paiement, en fait. C'est surtout ça. Après, Ok. tu as plein d'autres outils de passerelle de paiement, je les ai pas en tête. Mais pour moi, je trouve que Stripe, c'est celui, on va dire, le plus gros, Par défaut, quoi. auquel je pense, ouais. Mais il y en a d'autres, hein, ça c'est sûr. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Alors, moi, j'ai plus l'expérience de PayPal, mais en tant que consommatrice, c'est vrai que ça me rassure de passer par PayPal parce que je sais que s'il y a un souci, je vais pouvoir ouvrir un litige. Alors, le but n'est pas d'ouvrir des litiges à gogo, évidemment, mais je suis protégée. Je vais pas simplement faire un virement sur un compte bancaire que je ne connais pas. Et puis, si la personne décide de pas m'envoyer ma commande, en fait, j'ai pas vraiment de moyen d'action contre elle. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut penser parce que ça va rassurer le consommateur. Et Ça. surtout, ça facilite le paiement. Je veux dire, quand tu l'as payé, alors j'imagine que Stripe, c'est un peu la même chose, mais en tout cas, avec PayPal, tu mets un mot de passe et paf, c'est acheté, quoi. Je veux dire, il n'y a pas pensé à encoder. Sur Stripe, c'est vraiment la carte bleue. Et en fait, en tant que créatrice, créateur, c'est pour ça que je disais Stripe et PayPal en format marchand, même si vous faites vous vendez en message privé, vous vendez par mail, ou alors vous avez une plateforme
et que c'est possible d'avoir les deux ou carrément un site, les deux c'est très bien parce qu'il y en a un qui est plus avantageux pour le vendeur et l'autre qui est plus avantageux pour l'acheteur. PayPal est forcément plus avantageux pour l'acheteur parce que comme tu le dis, voilà, si on a un litige, on peut faire quelque chose avec PayPal. Par contre, d'un point de vue vendeur, j'ai pas mal de clientes et moi-même, quand je vendais des fois des templates et quand j'avais des prestations de services que je passais par PayPal, des fois, PayPal, il va péter un câble. Je sais pas trop pourquoi. Il va nous dire, bah voilà, votre solde, il est bloqué pendant 30 jours, 60 jours et il faut essayer de les appeler et c'est très compliqué. Voilà. Surtout que par PayPal, il y a quelque chose que parfois, en tant que vendeur, on n'a pas la main, c'est le 4 fois sans frais. Des fois, PayPal, en tout cas pour les sites internet d'un point de vue WooCommerce et WordPress, une commande de 100 euros, il va proposer automatiquement le 4 fois sans frais. Mais nous on veut pas parce que 4 fois c'est quand même 100 euros, voilà. Mais il y a certaines personnes qui vont le prendre et on n'a pas la main dessus en fait jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je conseille d'avoir quand même Stripe parce que si les gens sont ok pour passer avec la carte bleue, autant les inciter avec Stripe parce qu'une fois que les gens ont payé, hop, ils sont prélevés et nous à la fin du mois, tous les gens qui ont été prélevés avec Stripe, on va avoir je dis pas que Stripe c'est moins sécurisant pour l'acheteur. Loin de là, hein. On peut faire des remboursements, on peut contacter Stripe, c'est pas un problème, mais c'est bien d'avoir les deux, avec carte bleue, avec téléphone. À titre personnel, même si je suis dans la tech, je déteste payer par téléphone. Il faut que je sois devant un ordinateur et donc, sauf quand c'est vraiment des sites ou des créatrices que je ne connais pas ou des créateurs que je ne connais pas, je paye par carte bleue directement. PayPal, c'est vraiment quand je suis pas sûr. Mais tu as raison, et puis tu as les dérives des gens qui risquent d'ouvrir des contestations pour tout et pour rien. Non, c'est effectivement quelque chose donc, aussi. Proposer les deux, faites les deux, au moins ça sera fait. Puis voilà, après les gens ils vont choisir en fonction de ce qu'ils préfèrent. J'ai certaines clientes, quand je travaille avec des clientes, elles ont des clientes aussi, du coup. Et il y en a certaines, PayPal, elles aiment pas trop ça. Donc, elles préfèrent Stripe. Et donc, proposer les deux. Avoir deux moyens de paiement, ça permet de contenter un maximum de gens au moment de l'achat. Super. Bah, écoute, c'est important de connaître un petit peu aussi dans quoi on s'engage quand on propose ce genre de lien, parce que c'est vrai, comme tu dis, si on se retrouve avec 60 jours de blocage sur son solde, ça peut être problématique. Alors, on est dans cette situation où donc on a notre package de base. Donc, on a notre nom de domaine. J'imagine qu'avec le nom de domaine, on peut aussi avoir une adresse mail @ ce nom de domaine. Donc, ça, c'est vrai que ça fait aussi la différence. On a donc la possibilité de recevoir des paiements par PayPal, par Stripe. On s'est peut-être installé sur une plateforme de vente et on utilise Canva et Lightroom pour tout ça. À un moment donné, on se dit, OK, super, mais moi, j'en ai marre de payer autant à Etsy, par exemple. Alors, je prends Etsy comme exemple, mais ça pourrait être n'importe quelle plateforme de vente. À quel moment est-ce que on bascule vers un site internet et quand on décide de basculer sur un site internet, quelles sont les options qui s'offrent à nous? Parce que je sais que il existe comme par exemple, ça s'appelle Wix, je crois. Tu as des plateformes comme Wix où tu peux toi-même essayer de faire ton site internet. Mais je sais aussi, et j'ai découvert grâce à toi, qu'il y a d'autres manières d'avoir son propre site internet personnalisé, mais peut-être avec une option moins onéreuse que le tout fait sur mesure, et ce qui pourrait être une alternative quand on décide d'avoir sa propre plateforme de vente, sans pour autant débourser des milliers d'euros pour un site internet, en tout cas encore au début ou dans les débuts de l'activité. Je pense qu'on peut envisager l'option du site internet quand on a suffisamment de récurrence au niveau de Etsy ou d'autres plateformes, peu importe. Pourquoi? Parce que le gros point majeur de ces plateformes-là, c'est qu'on est sur une marketplace. Donc, la fiche, le référencement, le fait d'avoir des avis clients, quand les gens ils vont taper des mots-clés dans la barre de recherche de la plateforme, on va nous mettre en avant. En plus, sur ces plateformes-là, pour la plupart, on peut payer un surplus pour être plus mis en avant, faire on appelle ça des produits sponsorisés, etc. Donc, je pense qu'on peut penser site internet quand vraiment on a pas mal de clients qui arrivent et puis le chiffre d'affaires qui vient après. Le truc, c'est qu'on n'est pas obligé entièrement de passer que sur le site internet. On peut très bien garder Etsy, Bicartel, etc. et avoir un site en plus. J'ai déjà vu, alors c'est plus au niveau américain, français, européen, belge, etc. Je sais pas si c'est vraiment courant, légal, etc. Mais j'ai déjà vu petits créateurs américains, etc. avoir leurs produits sur Etsy un peu plus cher. Et si on passait par leur site, il y a 10-20% de moins cher parce qu'il y a les frais en moins. Cette technique-là, ça va vous permettre les gens vont vous voir sur Etsy, on dit, ah, waouh, ok, ce truc-là, il coûte 25 euros, par exemple.
Ah, elle a un site internet, je vais aller sur le site internet. Tiens, le produit, il coûte plus que 15. Bon, bah, je vais aller sur le site. Et en fait, ça va permettre de migrer tranquillement, sans passer du blanc au noir, vers le site internet. Donc ça, c'est déjà une idée quand on a pas mal de récurrence. Il y a aussi quand on va penser aussi site internet au niveau des frais. Si vous voyez que votre plateforme, elle prend plus de frais que ce que vous pouvez vendre, parce qu'on peut pas non plus augmenter le prix de ces produits vraiment tout le temps. Il faut quand même se mettre par rapport au marché. Peut-être, oui, penser plateforme. Au niveau des plateformes, il y en a plein. Comme tu l'as dit, il y a Wix, il y a également WordPress qu'on peut coupler à une extension. C'est un gros pack avec des fonctionnalités en plus qui s'appelle WooCommerce. Et sinon, il y a Shopify. La différence entre toutes ces plateformes, c'est que Wix et Shopify, on va payer un abonnement. C'est une plateforme, mais on va payer un abonnement pour pouvoir créer notre site, gérer notre boutique dessus. On va juste nous demander le nom de domaine. Donc, on va payer régulièrement. WooCommerce et WordPress, on va devoir payer dans l'endroit où vous avez pris votre nom de domaine, donc dans l'hébergeur, quelque chose qui s'appelle un hébergeur web pour l'installer. Alors, peut-être que certaines qui nous écoutent vont dire, oui, mais alors WordPress, j'ai vu qu'il y avait aussi une plateforme. Oui, il y a une plateforme qui s'appelle WordPress.com. Cette plateforme, elle fonctionne comme Wix et Shopify, mais il faut vraiment dépenser beaucoup pour installer des extensions qui sont gratuites avec l'installation. La partie WordPress WooCommerce, elle est vraiment très technique. Je la conseille pas forcément en étant solo, sauf si on aime un petit peu la bidouille et qu'on est à l'aise et que ça nous dérange pas de passer quelques heures à regarder des vidéos tutoriels. Vraiment, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les outils, que vous voulez quelque chose qui marche vite et bien, allez directement sur une plateforme comme Wix ou comme Shopify. De préférence Shopify parce qu'ils sont vraiment, voilà, je recommande Shopify. C'est un petit peu plus cher, je crois, que Wix, mais le retour sur investissement, je le trouve plutôt pas mal. Voilà. Et dernier petit point, quand vous faites des stories sur Instagram, TikTok ou sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à construire votre mailing list, donc votre liste d'abonnés d'email. Pourquoi? Parce que quand vous allez sortir un produit ou quand vous allez créer votre site internet indépendamment de la plateforme comme Etsy Cartel, bah, c'est le moment, en fait, ça va être le moment d'envoyer un email en disant hey, coucou, je sors mon propre site internet, viens regarder, dis-moi ce que t'en penses, il va y avoir des promotions, etc. Et ça va permettre de créer de l'engagement parce que ça va bouger, ça va créer un événement. Donc voilà, petit conseil. Non, non, mais c'est très bon à prendre parce que c'est vrai que c'est un conseil qu'on donne pour l'instant, c'est de se faire sa base de données aussi, donc par rapport à ce que tu dis, pour pouvoir se manifester quand besoin est, mais aussi pour avoir quelque part la main mise sur les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est ça. Le jour où on perd son compte, où on se fait hacker, ou je sais pas, Instagram pour une raison ou pour une autre décide de fermer notre compte et qu'on réussit pas à le récupérer, on perd toute notre base de données et on perd contact avec les clients potentiels. Donc c'est vrai que si on a réussi à récupérer leur adresse mail entre-temps, on a toujours un moyen de les contacter, que ce soit pour leur parler de ce qu'on fait ou pour leur dire, ben voilà, un changement de compte Instagram, ou etc. Oui, oui. Et même au-delà de Instagram peut nous mettre moins visibles, etc. Enfin, il y a beaucoup de trucs en ce moment là. Instagram change son algorithme, etc. Peu importe. C'est que on va mettre un post sur Instagram ou une story sur Instagram pour dire ah tiens ce produit il est là. La chose elle est visible en très peu de temps. Et souvent les gens sur Instagram ils scrollent comme ça le soir avant les se coucher ou dans les transports. Ils vont voir le nouveau produit mais ils vont pas ils vont aller sur le site. Mais peut-être que ils vont changer de ligne de métro alors que le mail, ça reste dans la base d'email, ils ont accès au lien, ils peuvent mettre le lien en favori, ils peuvent archiver ce mail-là dans des dossiers. Enfin voilà, le mail, c'est quelque chose de, entre guillemets, tangible, et ça permet en fait que la personne qui suit sur Instagram, elle est au courant. La personne qui est cliente déjà sur la plateforme Etsy Cartel ou autre, elle suit pas forcément sur Instagram parce que peut-être qu'elle suit déjà beaucoup trop de monde sur Instagram. Du coup, elle va être tenue au courant. La personne qui a acheté sur le site une fois, elle va être tenue au courant. Donc, en fait, la liste d'emails, ça va permettre de regrouper toute l'audience, à condition que les gens s'inscrivent et qu'ils acceptent bien de recevoir des emails. Mais en principe, de regrouper toute l'audience pour avoir, entre guillemets, une sorte de tableau d'affichage comme un tableau d'affichage de quête finalement, où on va pouvoir dire il y a un nouveau produit, il y a une nouvelle catégorie, il y a un événement, il y a un code promo, voilà. Et au fur et à mesure, ça va nous permettre comme ça de ne plus être dépendante de la plateforme. Peut-être qu'au bout d'un moment, la plateforme, si tout le monde va sur le site internet, peut-être que la plateforme, du coup, il faudra peut-être envisager de la supprimer ou alors de juste cacher la boutique, désactiver au cas où. Voilà.
Et je voudrais pousser la réflexion un petit peu plus loin. Il y a aussi moyen de faire appel à des spécialistes qui peuvent te faire des sites internet, mais peut-être sur base de templates et donc qui ne sont pas forcément personnalisés à 100%, mais qui te permettent d'avoir un site internet ou une page internet avec une page de vente sans pour autant continuer à passer par Etsy, etc. Et puis après, forcément, l'étape ultime étant de confier son projet de site internet à une professionnelle comme toi et d'avoir le site sur mesure avec les pages qu'on veut, etc., etc. Alors, est-ce que ça se fait encore ou est-ce que ça ne se fait plus de passer comme ça par une version un peu semi-personnalisée? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Et est-ce que ça fait vraiment gagner de l'argent à la créatrice ou est-ce que c'est simplement postposer le problème à plus tard parce qu'à un moment donné ou un autre, on passera quand même par un site internet, entre guillemets, en bonne et due forme, même si l'utilisation de template fait un site en bonne et due forme, mais un site à 100% Oui. personnalisé, on va dire. Alors, je dirais que dans la vie, il n'y a pas du noir, il n'y a pas de blanc, tout est une nuance de gris. Alors, faut savoir que sur Wix et Shopify, quand vous allez mettre votre nom de domaine et payer l'abonnement, etc., en fait, ça va être des templates que vous allez importer, sélectionner et vous allez modifier. Le mot template, souvent, il fait très très peur parce que on se dit, oh, j'aime bien ce template-là, mais il est rose et moi, je veux pas du rose, je veux du bleu. Et du coup, la plupart des gens vont rester focalisés sur, ah, j'aime pas cette typo, ah, j'aime pas cette couleur. En fait, il faut savoir qu'un template, c'est comme les templates sur Canva. Il faut les prendre, il faut les modeler. Alors forcément, il va falloir mettre la main à la pâte. Mais c'est le compromis entre je veux avoir quelque chose de plus professionnel, j'ai besoin d'un site internet, mais j'ai pas encore les moyens ou j'ai pas encore la confiance ou la maturité nécessaire pour déléguer auprès d'une professionnelle. Donc les templates, c'est très bien, mais il faut pas s'arrêter uniquement sur le design. Il faut voir au-delà et il faut pas avoir peur, justement. Il y a je vois, hein, j'ai eu pas mal de créatrices et d'artisantes qui sont venues chez moi. Alors, je parle au féminin, parce que principalement que des femmes, c'est pour ça. Quand je proposais et utilisais des fois des templates, on me disait, ah oui, non, mais j'aime pas trop la couleur. Oui, mais faut pas voir au-delà de la couleur. En fait, il faut vous approprier le template avec votre identité visuelle, police, typo, logo, etc. Ce qui fait que, enfin, on a ce truc de les templates, c'est pas très professionnel, ça fait un peu bricolé. C'est quand on n'a pas une vision définie de l'identité visuelle, c'est-à-dire couleur, typo. Enfin, c'est autre chose l'identité visuelle, mais pour prendre un raccourci, c'est ça, c'est logo, typo, couleur. C'est un gros raccourci que je fais, hein. Madeleine, ne nous en veux pas, s'il te plaît. Oui, mais voilà, c'est sûr que si votre site il est fait en template, que la page accueil elle est rose, que la page à propos on change de typo, qu'on change de structure, ça va créer une incohérence et on va se retrouver avec un site vraiment où on va se dire waouh, ok, c'est une tambouille le truc. Donc il faut de la cohérence et ça se travaille. Même si on prend un template, il faut quand même qu'on se pose 2 minutes pour se dire ok, qu'est-ce que je vais utiliser, comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que mes concurrents, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, mais mes collègues, mes concurrents font, comment est leur site, etc. Si vous voulez un petit peu d'inspiration, et je parle bien d'inspiration, vous pouvez aller sur Pinterest. Il y a plein de... Déjà, c'est là où la plupart du temps, je trouve des templates pour Wix, pour Elementor, peu importe. Mais il y a pas mal de personnes qui font des visuels avec certaines structures et vous pouvez vous en inspirer. Je répète bien, inspirer et pas copier. Voilà. Les templates, ça peut être temporaire ou ça peut être très loin dans le temps. Ça dépend. Ça peut être temporaire parce que vous pouvez vous dire, ok, je vais prendre ce template-là, gratuit ou payant, peu importe, parce qu'il est, je sais pas, on va dire à 100, 200 € grand maximum. C'est quand même un budget, mais ça va. Le temps de mettre de côté pour déléguer. Ou alors ça peut être sur le long terme parce que vous voulez juste un petit site, une petite boutique en ligne, quelques produits. Il n'y a pas besoin d'avoir une usine à gaz. La différence entre déléguer la création de son site internet et les templates se compte en milliers d'euros. Pour la simple et bonne raison, le temps. Parce que quand vous allez déléguer la création de votre site internet et bien souvent également la délégation ou la refonte de l'identité visuelle, de votre image de marque, etc. Donc, des fois, il y a une partie graphisme, une partie web ou alors des fois les deux en même temps, ça dépend à qui vous faites appel. Le temps que la personne elle va faire pour les recherches, les essais, la maquette, la réalisation, l'intégration, la technique, en fait, c'est du temps que vous n'allez pas passer dessus et donc vous allez pouvoir vous concentrer à vos créations. Et on le dit tout le temps, c'est de l'argent. Bien sûr. Alors que les templates, certes, c'est moins cher. Alors, ça dépend, hein, il y a des templates vraiment très premium qui peuvent
aller à 300, 400. Après, tout dépend de nos besoins, tout dépend aussi de la fourchette qu'on s'est donnée en termes de budget, etc. Mais les templates, en fait, c'est votre temps à vous. Donc, si vous n'avez vraiment pas le temps et que vous avez les moyens, déléguer. Alors, quand je dis déléguer, ça veut pas dire vous allez payer la personne et puis vous allez vous barrer aux Caraïbes. Il va falloir travailler avec cette personne, faire des retours, surtout au début, travailler avec la personne pour faire un petit peu, voilà, pour modeler un petit peu le projet. Donc, il y a un certain travail de votre part, entre guillemets, un certain investissement de votre part quand même, mais beaucoup moins que si c'est vous qui faisiez tout. Et donc ça, forcément, ça se paye. Surtout que les boutiques en ligne, après, ça dépend sur quelle plateforme, mais c'est pas un simple site vitrine avec 4 pages ou un simple site one page. Donc, voilà, ça peut se compter la différence, c'est forcément en milliers d'euros. En tout cas, pour avoir quelque chose de qualitatif, entre guillemets. Ok, donc là maintenant on est consciente de la différence entre un site semi-personnalisé dans lequel on va devoir investir beaucoup plus de temps, mais qui sera moins cher à l'achat puisque forcément on va devoir y investir du temps, et le site personnalisé où c'est vraiment une professionnelle qui va prendre ça en main, mais avec laquelle on va devoir avoir des échanges évidemment pour valider, pour Et elle va avancer. pouvoir accompagner également. Peut-être que ce que vous pensez faire, elle va vous dire non, mais là, c'est pas possible. Soit techniquement, c'est pas possible. Soit ça va être, oula, attends, là, t'es en train de faire une usine à gaz. Là, je pense que tu n'es pas encore prête pour ça. Ou alors, peut-être que, et ça arrive des fois des clients qui ont envie d'avoir certaines choses, on va dire, visuellement au niveau du design, et finalement, ça va être au professionnel ou à la professionnelle de dire non, là, ça c'est parce que toi tu aimes cette couleur, mais c'est pas comme ça que ça marche, ou ah non, tu veux du jaune avec du blanc, non, c'est pas possible, parce que niveau lisibilité, c'est pas... Ok. Voilà. Il va y aussi avoir un petit coup d'apprentissage, d'accompagnement, de conseils, etc., etc. Donc c'est ça en fait qui paye. Mais ça c'est dans tous les domaines et c'est quelque chose qu'on doit vraiment bien garder en tête, c'est que quand on fait appel à un professionnel, évidemment le tarif est différent, mais c'est normal, tout travail mérite salaire et toute compétence mérite salaire, mais on a le conseil en plus qu'on n'a pas quand on veut le faire soi-même. Alors comme tu dis, quand on aime bien chercher, apprendre, faire soi-même et on a le temps qu'il faut pour, super, pourquoi pas. Mais effectivement, le luxe entre guillemets d'avoir une professionnelle qui nous épaule, c'est d'avoir ce genre de conseils et du coup d'éviter certains foirages, que ce soit la lisibilité ou que ce soit autre chose. Je me demandais, pour les créatrices, est-ce qu'il y a selon toi un format ou une trame cohérente pour leur site internet? Alors, je t'explique pourquoi je pose cette question. On voit souvent deux types de sites. Le premier type de site, c'est la page de vente. C'est quasiment, alors je vais pas dire qu'il y a une adresse mail et une page et on sait cliquer sur rien, non. Mais on arrive sur un e-shop ou alors souvent c'est une petite texte d'explication et puis on fait scroller et on a la boutique et on clique et on achète et voilà. Ou alors on a les sites beaucoup plus élaborés, beaucoup plus construits avec un à propos et avec qui nous sommes, etc. Est-ce que selon toi il y a des choses à absolument ne pas oublier et des choses dont on peut se passer parce que c'est pas forcément utile ou ça fait joli mais ça sert pas à grand chose? Alors, là où je vais mettre le point, c'est au niveau de tout ce qui est réglementation légale. Et ça marche que vous ayez un site ou que vous n'ayez pas de site. Ça va être dur, mais je ne conçois pas qu'en 2024, il y a encore des créateurs et des créatrices qui n'ont pas de conditions générales de vente. Même un modèle, c'est pas possible, surtout si vous proposez les paiements via Stripe, via PayPal, via virement, c'est indispensable. Que vous vous adressez à des pros ou pas, en général les créatrices c'est plus particulier, mais peu importe. Voilà, il y a des choses importantes légalement parce que vous pouvez vraiment vous faire tirer par les oreilles. Encore plus quand tu vends à des consommateurs, parce qu'ils sont vraiment protégés, Oui. vraiment protégés. Donc vraiment, surtout sur un site internet, parce que alors on pourrait se dire oui, mais j'ai qu'un compte Instagram, des CGV, bof. C'est vrai qu'il y a très peu de chances que quelqu'un vient vous envoyer un message. Ok, mais avant de payer, je veux vous lire tes conditions générales de vente. On est d'accord. Encore plus qu'on a un site et encore plus qu'on a la boutique sur le site en question. Conditions générales de vente, mention légale et politique de confidentialité. Y arriver, c'est vraiment la base. Après, quelque chose qui est peut-être assez superflu, que vous n'avez pas forcément besoin, c'est tout ce qui va être un espace de blog. Bon,
Je sais que sur certains sites de créatrices, elles mettent en place un blog pour améliorer le référencement, etc., etc. Moi, je dis que, sauf si on a vraiment du temps, là encore une fois, ou qu'on peut déléguer cette partie création d'articles de blog, etc. Je pense pas que ça soit vraiment indispensable. Tu me disais à l'instant, oui, il y a deux types de sites. Le site qui est un peu plus feuillu, C'est et ça. puis le site où on a directement la boutique sur la page, etc., etc. C'est pas gênant en fait d'avoir directement quand on va sur la boutique, on n'a pas forcément une page d'accueil, on a directement la boutique qui est dessus. C'est pas gênant parce que regarde quand on va sur la Fnac, finalement on arrive, on a direct Amazon aussi, quand on va au Auchan, etc. Alors c'est des gros groupes, mais c'est pas gênant. Par contre, c'est à prendre en compte très rapidement au niveau de la structure du site. C'est un peu ça le nerf de la guerre, c'est réfléchir au niveau stratégique. Est-ce que je veux un site internet pour me faire connaître et puis ensuite vendre mes créations? Ou est-ce que je veux un site internet où je vends direct? C'est pas la même stratégie. Dans le cas où je vends direct, ça veut dire que peut-être que la stratégie de communication et de marketing pour se faire connaître, pour, on va dire, d'acquisition de visibilité, elle va être sur les réseaux sociaux ou par email, dans ce cas. Pareil, hein, si on a un gros trafic, si on a beaucoup de visibilité, etc., bon, peut se permettre de faire directement la première page du site en mode boutique. Par contre, si on commence, qu'on n'a pas encore de visibilité, qu'on a un concept aussi un peu innovant, c'est bien d'avoir quand même une petite page d'accueil pour expliquer qui vous êtes, ce que vous faites. Et rien ne vous empêche, en tout cas sur WordPress, je pense que Shopify, ça marche aussi, de mettre par exemple vos produits phares sur la page d'accueil ou votre sélection du mois. Comme ça, vous pouvez, voilà, vous sélectionnez 4 produits ou vraiment ce mois-ci, vous les mettez un petit peu en avant. Et il y a quand même une partie produit sur la page d'accueil, mais voilà, ça introduit un petit peu la chose. Ouais, mais je pense que c'est clair, en fait, ça fait partie, Mm. décider de si on va avoir un site feuillu, comme tu dis, j'adore l'expression, ou plus sommaire. Il y a deux choses. Il y a forcément le budget, parce que clairement, une page va coûter moins cher que 16, 20, 30, enfin, je sais pas jusqu'à combien de pages on peut aller, mais ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est sa stratégie. Comme tu dis, C'est ça. est-ce que on veut, tu vois, par exemple, avoir juste une page de vente, histoire de pouvoir diriger les gens qui sont sur Instagram sur un module de paiement sécurisé, par exemple, ou peut-être quelque chose qui récapitule les produits disponibles, parce que Instagram, mine de rien, on a des posts, mais il faut ouvrir chaque post pour voir ce Oui. produit, est-ce qu'il est temporaire, est-ce qu'il n'est pas temporaire, de quelle collection est-ce qu'il fait partie. Donc, la boutique, c'est clair et net. On ouvre, voilà les produits, out of stock, pas out of stock, et on a une vision beaucoup plus claire de ce qui est achetable tout de suite. Et donc oui, donc c'est vraiment un volet financier et un volet stratégie. Le site plus feuillu, c'est effectivement, ça fait peut-être partie de l'expérience client aussi, de présenter le projet, de développer son storytelling là aussi, et peut-être moins dépendre du coup des réseaux sociaux, et de du coup n'avoir le réseau social que parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est indispensable d'avoir une page Instagram quand on veut vendre quelque chose en ligne, mais du coup, ce sera pas le centre de la communication, ce sera simplement un endroit où on vient publier des choses de temps en temps Mm, mm. pour être visible et pour avoir un profil propre et existant, en fait, juste existant et professionnel. Quand vous allez avoir votre site internet, alors on le rappelle, Etsy c'est cool, Picartel c'est cool parce qu'on est sur une marketplace et qu'ils font pas mal de choses pour aider au référencement, etc. Quand vous allez avoir votre site, surtout si vous le lancez pour la première fois, le référencement, vous l'avez à zéro en fait. Donc, on n'oublie pas que les fiches produits que vous allez faire sur votre site internet, certes, ce sont des fiches produits, mais ce sont aussi des pages internet. Donc, il faut faire attention à bien rédiger les descriptions. C'est pas possible d'avoir une fiche produit avec juste 2 lignes de description. Pas possible. Alors, c'est possible pour vendre, il n'y a pas de problème, mais au point de vue référencement, c'est pas possible. Donc, pensez une page produit, c'est une page de votre site internet, et même au niveau de votre collaboration avec potentiellement un professionnel ou une professionnelle, quand vous dites, OK, j'ai 6 pages, non, vous n'avez pas 6 pages si vous avez 10 produits. Vous en avez 16. Parce que c'est pas du tout, voilà. Pour vous, certainement, je comprends, c'est deux choses différentes et c'est logique. Page produit, page web, ça n'a pas la même fonctionnalité. Mais, d'un point de vue technique, c'est une page web, il y a une URL, un gros titre, des sous-titres et il faut du référencement dedans. Donc, voilà, c'est pour ça qu'au tout début, je disais, gardez quand même votre boutique Etsy un petit peu sous la main pour essayer de rameuter un petit peu de gens, parce que vous allez commencer votre référencement à zéro. Toi, tu sais si on peut du coup référencer son site internet sur Etsy? Alors, sur Etsy, tu références pas ton site internet,
tu vas référencer ta boutique de Etsy ou ta boutique de Bicartel dans Bicartel, tu vois. Alors après, quand tu vas taper, si tu tapes le nom de la boutique avec écrit Etsy ou Bicartel, Google, il va te ressortir le truc. Mais si tu as ton nom de domaine avec ton propre site, il y a peut-être une chance pour que ça se croise les deux, mais Et donc, c'est pas quelque chose qu'on peut directement faire sur Etsy, parce que forcément, sinon, on dévie le trafic ailleurs et eux, ils l'autorisent pas. D'ailleurs, quand tu as des créatrices, des fois sur TikTok, parce que TikTok, pour moi, c'est un peu vraiment... c'est par là que je découvre toutes les créatrices. Et j'achète principalement sur Etsy à titre personnel. Bah, quand je cherche si elles ont un site internet, je suis bien obligée de souvent mettre le nom soit du compte TikTok, soit de la boutique Etsy avec écrit site internet ou Etsy. Enfin voilà, il faut que je rajoute autre chose parce que le truc tout seul, souvent, sauf si c'est vraiment une grosse boutique, mais les petites créatrices ou créateurs, souvent c'est un peu compliqué. Donc voilà, faut pas avoir peur de se dire je vais perdre mon référencement, je commence de zéro, voilà, c'est normal. C'est un nouveau site internet, faut qu'il soit référencé par Google, il faut que votre nom de créateur créatrice soit référencé également. Donc c'est pour ça que j'essaie de garder la plateforme un peu sous le coude, en mode genre tu vas m'aider. Mais pensez bien aux descriptions de vos fiches produits, parce que ça c'est très important. Et voilà, comme je le disais, 2 lignes dans une description. Si les gens ont confiance en vous qu'ils achètent, c'est très bien, mais pour le référencement, ça n'a aucun impact. Enfin, pas spécialement, quoi. Juste pour clarifier une petite chose, le référencement, c'est donc le fait que c'est l'importance des mots qui vont faire que un moteur de recherche comme Google va mettre en avant des sites en fonction des recherches que les gens font, c'est ça? Pour grossir le truc, oui. Et que donc, forcément, si on n'a que 2 lignes, il y a moins de mots peut-être significatifs par rapport à ce qu'on fait. Et C'est du ça. coup, que Google risque de ne pas comprendre que ça peut être lié à plein d'autres mots et donc que ça pourrait sortir plutôt dans les recherches. C'est ça. Après, là, je grossis vraiment, vraiment, je grossis le truc parce que c'est un petit peu plus technique, un petit peu plus compliqué. Si on a un site en mode template et qui marche plutôt bien et qu'on a un petit peu de fond, ça peut être peut-être astucieux de faire appel à une personne spécialisée dans le référencement. Et si cette personne elle est spécialisée dans le référencement, en plus spécialisée dans les fiches produits, pour au moins peut-être vérifier, faire un audit, pour voir un petit peu quelles sont les améliorations, ça peut vraiment être plutôt pas mal. Alors, je te propose d'avancer un petit peu dans notre chronologie. Notre marque, notre entreprise créative fonctionne bien. J'engage du personnel ou je collabore avec des personnes. J'ai besoin de quelque chose, d'une structure un petit peu plus développée que ce package de base qu'on avait au début. À quel moment est-ce que on se dit, OK, là, il faudrait peut-être level up un peu? Et quelles sont les améliorations ou les autres outils que tu proposes d'adopter à ce moment-là? Alors, je dirais qu'on va commencer à réfléchir au niveau des outils, quand on va commencer à collaborer, à avoir, comme tu disais, une petite équipe. Alors, quand je dis petite équipe, c'est pas forcément prendre quelqu'un en CDI ou en CDD, qu'on soit bien d'accord. Ça peut être également prendre un ou une freelance, freelance, entrepreneur indépendant. Pour moi, je me casse tout dans le même sac, soit de façon récurrente, soit de façon régulière. Donc ça peut être par exemple une personne spécialisée dans vos fiches produits, par exemple, qui va, dès que vous allez faire plusieurs produits, elle va lire la fiche et dire ah bah tiens là ici il faut corriger, etc. Ça pourrait être une idée. Ça peut être par exemple une webmaster comme ce que je fais pour certaines clientes où on va créer la fiche produit, on va intégrer le texte, on va faire les paramètres du stock, le machin, le bidule, on va régler aussi des fois les soucis de remboursement, on va faire les mises à jour, enfin voilà, toute la partie vraiment technique. Là, ça va être intéressant de se dire, OK, comment est-ce qu'on cadre la collaboration? Parce que envoyer des messages sur Instagram à ses collaborateurs, enfin à son équipe pour dire, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est pas cadrer la collaboration, vraiment pas. Donc, mettre en place, voilà, des process et cadrer la collaboration, c'est là qu'on va devoir se dire, OK, il faut que je regroupe toutes les tâches de tout le monde, les miennes, celles de mes partenaires, de mon équipe. Il faut que je puisse facilement leur donner des instructions et il faut qu'ils puissent facilement me donner leur retour. Parce que des fois, en tant que prestataire, on va être bloqué ou alors va y avoir un point un petit peu de friction. Par exemple, il faut renouveler une licence, il y a une fonctionnalité qui n'existe plus ou alors il y a un truc qui va bientôt sortir et ça peut vraiment
aider notre client, donc on va lui dire ah tiens voilà. Tout ça, il faut pouvoir le regrouper. Donc pour ça, il y a plusieurs outils. J'utilise Notion. Il y a d'autres outils que Notion, bien sûr, mais voilà, j'utilise principalement Notion. Sur Notion, on peut faire tout un tableau de bord par personne et chaque personne va avoir sa propre tâche. On va pouvoir mettre des tâches à la cliente à nous, etc., etc. On va également pouvoir centraliser tout l'aspect clientèle. Alors, je ne dis pas forcément pour les créatrices de créer une fiche par client, mais par exemple de récolter, par exemple, des avis. Vous pouvez très bien mettre en place un petit mail en disant, voilà, ça fait déjà 15 jours que tu as commandé, n'hésite pas à nous laisser un avis. Sur la page Google, c'est bien, mais également aussi vers un formulaire. Et cet avis-là qui va vous être envoyé par formulaire, le caser quelque part dans un endroit comme Notion, pour ensuite le ressortir dans vos réseaux sociaux, sur vos sites internet. Ça peut être plutôt cool. Et puis, pour tout ce qui est papote. J'entends quand j'ai papote, mais les échanges vraiment instantanés, peut-être privilégier des plateformes comme Slack ou Discord. Alors, Discord, c'est un peu plus gamer, jeux vidéo, mais ça marche pareil que Slack. Et en gros, on va pouvoir créer des sortes de salons textuels et on va pouvoir définir le salon textuel à quoi il correspond. Par exemple, on peut avoir un salon gestion client. Et donc, si on a un problème avec une commande, avec Stripe, avec la gestion client, on envoie un message là en disant « Oh, coucou machin, au fait, je suis en train de faire la maintenance du site. Il y a un problème avec cette commande. Est-ce que c'est OK pour toi ?» Voilà. Et ça permet comme ça de bien segmenter et de ranger les conversations par thématique aussi. Ça évite d'avoir 25 millions de messages vocaux sur WhatsApp ou sur Instagram et de scroller comme ça en mode genre, alors ça, je suis sûre de lui avoir déjà envoyé la semaine dernière, mais alors je sais plus du tout entre les réactions story, au fait, t'as vu, il y a le nouveau film qui est sorti, enfin voilà, cadré. Donc voilà, c'est à ce moment-là que on peut envisager d'autres outils et en termes après d'outils plus pratico-pratiques pour level up un petit peu le truc, on peut commencer à faire des automatisations. Alors, les automatisations, il y a les automatisations que j'appelle personnellement natives. Par exemple, sur MailerLite, qui est un outil pour envoyer des emails, des newsletters, on va pouvoir automatiser l'envoi d'un email à un moment donné, un jour et une heure précise. Ça, déjà, c'est une automatisation. Là, je parle plus d'automatisation entre outils, c'est-à-dire faire en sorte que les outils se parlent. Par exemple, faire en sorte que quand vous avez une commande sur votre site internet, il y a un outil qui fait la liaison entre votre site internet et par exemple une petite notification Slack en disant, ou une notification téléphone en disant Hey, il y a une nouvelle vente, bravo. Et ça, c'est cool. C'est un peu gadget, mais c'est cool parce qu'on a cette notification, waouh, on a une nouvelle vente et tout, c'est trop bien. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Alors, si je note bien, on part du principe que à partir du moment où on n'est plus toute seule à tout gérer, qu'on a des collaborations, alors quel que soit le statut de la collaboration, mais en tout cas qu'on a d'autres personnes qui travaillent sur notre entreprise créative, un espace d'échange commun dans la gestion et dans la communication, ça peut être utile. Notion, moi, je qualifie ça comme c'est l'espace collaboratif, quoi. C'est un espace. C'est ça, c'est de la gestion de projet. Voilà. Et avec des espèces de liens entre les pages. Et donc, voilà, quand on modifie une chose dans un tableau, il y a possibilité que ça se modifie dans le tableau dans une autre page. Et donc, de garder toujours à jour les informations dans un endroit. Alors, avec Notion ou d'autres espaces type Notion, on a aussi la possibilité de partager notre espace avec d'autres personnes, les personnes avec qui on collabore. Et donc, chacun peut venir apporter sa petite graine et garder tout ça à jour. On a Slack et Discord qui sont un peu les WhatsApp organisés, professionnels. Oui, tu l'as tellement mieux résumé que moi, c'est fou. Mais oui, pour le coup, oui, c'est un peu comme Telegram et WhatsApp, c'est ça. Oui, c'est ça, où en fait, on a des thématiques et chaque fois qu'il y a une problématique, on y va et on échange plus dans l'instantané. Et alors, les automatisations qui vont nous faire gagner du temps. Oui. Ou nous motiver, ou voilà, mais en tout cas, des automatisations, ça va nous permettre au lieu de chacun, parce que bêtement, tu vois, tu vas envoyer un mail à ta base de données, tu as 100 emails. La version artisanale, mais pas dans le sens artisane du terme, mais dans le sens vraiment fait à la main par un novice, ça va être de faire un copier-coller du mail, de mettre en destinataire notre adresse mail et en copie cachée les 150 personnes à qui on veut l'envoyer, appuyer sur envoyer. Et puis, enfin, ça, je veux dire, ça prend, déjà, c'est pas professionnel parce que ça se voit que c'est envoyé d'une boîte mail à la même boîte
boîte mail avec des destinataires cachés. Et puis ça prend du temps, mine de rien, parce qu'il faut recopier à chaque fois les 150 adresses email, etc. Donc, des options, des outils comme MailerLite permettent de systématiser ça aussi, d'envoyer à certaines heures. Et donc, j'imagine, moi, j'ai jamais utilisé ça, mais j'imagine que c'est un endroit dans lequel tu peux encoder ton message, tu mets les pièces jointes, tu mets les liens, tu mets tout ce que tu veux. Tu as ta base de données de mail que tu as à disposition, que tu peux rentrer beaucoup plus facilement dedans, et paf, c'est parti. Et donc, ton mail part beaucoup plus vite que si tu es là sur ton Gmail ou ton adresse mail pro à commencer à envoyer ça à X destinataires, parce qu'en fait, je dis 150, mais je suis même pas certaine que 150 personnes en une fois, tu puisses le faire partir d'un mail. Puis souvent, ça peut être considéré comme des spams aussi, j'imagine, parce que quand tu envoies des mails comme ça, je suis pas sûre que les boîtes mail des destinataires les acceptent. Et s'acceptent volontiers. Donc, tout ce qui est automatisation. Eh ben, écoute, super. Moi, je vois tout ça et je me dis que c'est une bonne manière de connaître, en tout cas, ce qu'on a à disposition, ce qu'on peut faire et surtout quand le mettre en place et comment le mettre en place. Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle tu penses en plus que tu voudrais préciser pour les créatrices qui vendent leur création en ligne par rapport à cet environnement d'outils techniques à mettre en place? Alors, la petite astuce, une astuce que j'ai envie de partager, c'est de faire un bilan périodique. C'est-à-dire, alors, un an, pour moi, je trouve que c'est pas assez parce que en un an, il peut se passer plein de choses, surtout quand on commence. Quand on est déjà bien ancré, un an, ça va, mais bon, on va dire entre tous les 6 mois, voire tous les ans, faire un bilan sur nos besoins, sur quels outils on utilise. Est-ce que les outils qu'on utilise, ils sont gratuits ou est-ce qu'ils sont payants? Combien est-ce que ça nous coûte? Est-ce qu'on a suffisamment de trésorerie? Enfin, est-ce qu'on peut le payer? Est-ce qu'on a suffisamment les fonds pour? Que l'outil gratuit peut aller plus loin? Si oui, est-ce qu'il a une version payante qui est acceptable en termes de budget ou autre? Ou est-ce qu'on paye déjà l'outil et puis on veut avoir plus de trucs? Et est-ce que va falloir changer d'outil ou pas? Quels sont nos besoins? Est-ce que vraiment, voilà, il faut faire ce petit bilan. Alors, je saurais pas vous dire combien de temps ça prend. Voilà, ça dépend de plein de choses, mais c'est important de pas naviguer à l'aveugle parce que en fait, au bout d'un moment, quand on va passer de ces étapes-là, donc je commence, je prends mes marques et j'ai une petite équipe, on va dire niveau 1, niveau 2, niveau 3. Surtout quand on va intégrer des nouvelles personnes, bah, ça va être un peu le bordel, en fait. Parce qu'on va avoir plein d'outils, parce que on va plus savoir si on utilise cet outil ou cet outil-là. On saura pas non plus guider, parce qu'il faut savoir que quand on collabore, certes, si on collabore avec des prestataires, ils sont professionnels, mais c'est avant tout nous, le chef de projet. C'est nous qui décidons, c'est notre entreprise. Faut pas non plus tout relâcher sur les épaules des prestataires et de l'équipe. C'est donc voilà, faire le bilan de façon périodique, ça permet de savoir si nos besoins sont OK, savoir si peut-être que dans 6 mois va falloir peut-être migrer, va falloir changer d'outil, peut-être que dans 6 mois je vais avoir besoin de ça, du coup ça serait peut-être bien que je me forme ou que je me renseigne en amont et pas au dernier moment. Voilà, ça permet comme ça d'avoir une vision en fait large, pas d'arriver comme ça sur une chose sous la soupe et d'être écroulé sur tous les outils, tout ce qu'on peut faire et Mais alors pratiquement, moi qui n'y connais rien, ce que je vais pouvoir identifier, c'est me dire, OK, j'aurais peut-être éventuellement besoin de mon site internet va pas assez vite, donc j'ai besoin qu'il aille un peu plus vite. Enfin, tu vois, je vais identifier des choses, mais sans vraiment réussir à mettre le doigt sur ce que c'est vraiment, parce que en fait, je ne connais pas. Comment est-ce qu'on fait pour identifier nos problèmes, nos besoins quand c'est pas évident, parce qu'il y en a certains pour lesquels c'est évident, et comment est-ce qu'on arrive à trouver l'outil adéquat? pour les besoins, ce que tu me dis, genre j'ai besoin que mon site soit un peu plus rapide, c'est déjà un besoin en fait. C'est déjà très bien. Il y a certaines personnes qui ont des sites internet où leur site vraiment il rame, mais quand je dis il rame, c'est des œillères. Donc si ça rame vraiment beaucoup, ils vont perdre des visiteurs, ils vont perdre des clients, mais voilà, des fois et je comprends très bien que des fois on préfère un peu se voiler la face et se dire oh, je verrai ça plus tard, je verrai ça plus tard, je verrai ça plus tard. Sauf que des fois, il y a des besoins, comme là, par exemple, où c'est un point critique. C'est-à-dire que la vitesse du site rame vraiment beaucoup, c'est anormal. C'est un besoin. Enfin, c'est une problématique. Cette problématique, il va falloir la résoudre. Et on va pouvoir, comme ça, peut-être classer la problématique par ordre de on peut voir ça plus tard, attention, et c'est critique.
dans ce cas-là, c'est critique parce qu'on se dit ça impacte financièrement l'entreprise. On peut se faire comme ça des petits points. Après, si pour aller plus loin, comme tu disais, pour savoir quel outil est plus adapté, ça va être principalement aussi un petit peu de recherche, malheureusement. Si vous êtes accompagné, si vous avez pu collaborer il y a un moment avec quelqu'un qui est un peu dans la tech, etc., site internet, outils, vous pouvez vous rapprocher de la personne, lui dire, bah voilà, j'ai des problématiques, est-ce qu'on peut faire le point, est-ce que tu peux il n'y a pas de problème, je pense. Mais si vous êtes vraiment toute seule ou toute seule actuellement, il va falloir faire ce travail-là, en fait. C'est toujours ok, je veux le faire moi parce que, mais il va falloir du temps pour tester plusieurs outils, pour faire des recherches. Voilà. Je dis pas qu'il faut sauter d'un outil à un autre, loin de là. Mais il faut quand même se renseigner sur quelles sont les alternatives qu'on a et surtout savoir pourquoi est-ce qu'on a pris cet outil-là. Pourquoi est-ce que tu as pris Etsy? Pourquoi est-ce que tu as pris Shopify? Pourquoi est-ce que tu as pris Canva? Par exemple, si tu veux faire des choses un petit peu en SVG, enfin, en SVG, je vais vulgariser le truc, mais de façon vectorielle, c'est-à-dire que quand tu grossis, quand tu diminues le visuel, le petit pictogramme, il ne change pas de sa qualité. Sur Canva, c'est pas possible de créer ça. Si toi, tu veux absolument, par exemple, des gifs personnalisés, ça pourrait être cool, en vrai. Une créatrice qui a ses propres gifs, ben, sur Canva, c'est pas possible. Donc, elle va devoir trouver un outil qui permet de créer ses propres gifs ou alors, il va falloir qu'elle fasse appel à un prestataire. Ok, super, c'est clair. Alors écoute, il y a tellement encore de choses à aborder, mais je pense qu'on a fait un bon premier tour. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, bah après, sinon, je pourrais revenir pour une deuxième partie. Mais avec grand plaisir. Pas de problème. Et je terminerai avec cette dernière petite question que je pose à chacune de mes invités. Est-ce que tu as un nom d'une personne du monde de la création, du monde de l'entrepreneuriat? Parce que je sais que tu côtoies ce monde de très près. Tu as toi-même ton podcast La Pause Café, qui parle d'entrepreneuriat et de tech. Est-ce que tu aurais un nom de quelqu'un à qui tu penses et qui pourrait être intéressant d'interviewer pour les auditrices de Créatrice Power? Alors, je réfléchis 2 secondes, mais j'ai Johanna de Jo Artiste, en fait, qui a plusieurs casquettes. Elle a une casquette artiste parce que elle vend des stickers, elle vend des petites illustrations. J'ai plein de ces stickers sur ma tour de PC. Vraiment, c'est vraiment trop mignon ce qu'elle fait. D'un autre côté, elle est prestataire de service où elle va créer des illustrations, elle va créer des avatars aux entrepreneurs qui veulent pas se montrer sur les réseaux sociaux, histoire qu'ils aient mieux que l'avatar en 3D d'Instagram. Et elle a encore une autre, 3e casquette. Elle fait de l'accompagnement et du mentorat pour que les gens créent eux-mêmes leur avatar. Donc, vraiment multi-casquette. J'aime beaucoup son style. Elle est super cool, elle est super gentille, super ouverte. Donc, je pense franchement que tu peux y aller. N'hésite pas. Eh bien, écoute, l'invitation est lancée. Camille, je te remercie infiniment pour tes conseils, pour toutes ces informations et je suis certaine que les auditrices auront découvert l'existence de pas mal d'outils ou qu'en tout cas, elles comprendront comment les articuler dans leur entreprise créative et comment faciliter leur quotidien grâce à ces outils. J'invite les auditrices à aller découvrir ton univers. Je liste tout en description de cet épisode, que ce soit le site internet, l'Instagram, le lien vers le podcast, le lien vers tout. Et vraiment, je vous recommande d'aller voir ce que fait Camille parce que c'est une vraie sorcière du web comme on en a toutes besoin. Merci beaucoup. Merci. Franchement, incroyable. J'ai vraiment aimé de parler tech, outils et j'espère avoir aidé un maximum de personnes. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne mords pas. Voilà, je transforme en citrouille, mais je mords pas. C'est noté. Merci Camille. Merci à toi. Salut. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration, connaissance et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Créatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de 1001 façons pour faire briller ta créativité et réaliser tes rêves. À bientôt.